Bien, merci d'être là pour la conférence sur le pouvoir transformateur de l'art. Juste en guise d'introduction, pour que vous compreniez le sens de mon travail, depuis une vingtaine d'années, je travaille sur la question de la spiritualité. Plus exactement, ma thèse de doctorat s'intéressait à la réception des exercices spirituels antiques dans la philosophie contemporaine. Globalement, pour le dire vite, mais j'en parlerai un tout petit peu dans la conférence, il y a des exercices spirituels dans l'Antiquité qui sont fondés à travers 3 écoles majeures que vous avez déjà entendu parler, que sont les stoïciens, les épicuriens et les cyniques. Et Pierre Hadot, notamment le philosophe français, avait travaillé notamment sur la constitution de ces exercices spirituels philosophiques dans l'Antiquité, pris également et travaillé également de la part de Michel Foucault, quand il avait fait ses cours au Collège de France. Et puis, j'ai essayé de regarder dans quelle mesure les exercices spirituels antiques, donc, à travers les stoïciens, les épicuriens et les cyniques, donc rien de religieux, pouvaient se retrouver plus tard, dans notre époque contemporaine. Et mon travail a consisté à regarder à partir du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, dans quelle mesure on peut avoir des exercices spirituels et utiliser des exercices spirituels. Ça ne veut pas dire que les stoïciens, les épicuriens ou les cyniques ne sont pas valables. Ils peuvent être toujours valables à travers des leçons un peu universelles. Il n'empêche qu'on pourrait en avoir de nouveaux. Et parmi ces nouveaux, il y a la question du corps, sur lequel j'ai travaillé un peu. Il y a également celle de l'art, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, à partir donc de mes travaux universitaires sur le sujet. Puis, c'était il y a maintenant longtemps, mais j'ai continué à travailler ça. Et je me suis après associé, plus exactement, pas vraiment associé, c'est pas vraiment le bon mot, mais je me suis intéressé à la question du street art, dans la mesure où la question de l'art est dans le quotidien. Elle est présente sur nos rues, elle est présente de manière quotidienne. Et ça m'a un peu troublé en me demandant, mais finalement, si l'art peut être un exercice spirituel, est-ce qu'il n'est que dans les musées, par exemple? Et quel est le rôle de l'art comme exercice spirituel au-delà de cela? Moi-même, et je prends simplement une précaution d'usage, je ne suis pas du tout artiste et je ne m'estime pas du tout comme un expert de l'art, pas du tout. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les conséquences de l'art, ou dans quelle mesure l'art peut avoir une autre approche, un autre vecteur. Et c'est ça qui m'a intéressé et que je vais essayer de partager avec vous pendant quelques instants. Et puis on pourra évidemment échanger avec vous tous ensemble, probablement avec peut-être vous-même plutôt des experts de l'art en particulier. Nombreux sont les travaux et les études qui soulignent l'importance de l'accessibilité de l'art. Je n'apprends rien, je ne vous apprends rien, sa présence, sa nécessité dans l'espace public. Et l'idée est de rendre possible la confrontation à l'art au plus grand nombre. Car c'est aussi rendre présent la culture. L'idée est de rendre possible la confrontation à l'art au plus grand nombre. Ça, c'est l'objectif. Et les études ont souligné plusieurs fois cette dimension-là, rendre présent la culture autant que la vision des artistes. C'est offrir de nouvelles perspectives à tous quand on donne accès finalement à l'art d'une manière générale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'intéresse pas à la condition sociale, à la condition financière, à l'âge ou au moment de la confrontation. Et ce point-là est particulièrement important dans la notion de street art, puisqu'elle va, la notion de street art, justement se confronter à tout un chacun, quand bien même vous n'avez pas décidé de le faire. Et c'est ce point-là particulièrement que j'ai trouvé intéressant. Et aussi, peu importe l'occupation que l'on a, c'est-à-dire si l'on décide d'aller au musée ou si l'on décide d'aller chercher son pain, c'est 2 choses différentes en termes de finalité et de destination. Mais dans les 2 cas, on pourra effectivement être confronté à l'art. Et cette dimension-là s'avère particulièrement essentielle dans la mesure où l'art, c'est ce que je vais essayer de prouver auprès de vous, a un pouvoir transformateur. Alors transformateur, ça signifie donc qu'il va nous permettre d'être autrement, d'être différent, de s'engager. Et j'ai bien fait attention, j'ai prêté attention justement à cette notion de titre, à la notion de transformation. Est-ce que oui ou non, il y a une possible transformation, c'est-à-dire, comme on dit dans l'Antiquité, une sorte de conversion. Conversio en latin, c'est le retournement. Dans quelle mesure la confrontation à l'art, plus particulièrement dans la rue, nous permet de nous changer? Cette question questionne évidemment l'art qui se trouve dans l'espace public, qui s'impose à nous. Et la question importante, c'est serions-nous transformés et comment malgré nous? Si l'art, et je vais expliquer en détail, si l'art, on le considère comme un possible outil pour nous transformer,
Dans quelle mesure, quand on n'a pas décidé d'être transformé par l'art parce qu'il est dans la rue, est-ce que oui ou non on est transformé? Évidemment, c'est une décision qui est différente que lorsque nous nous rendons dans un musée ou dans une galerie. Dans la rue, l'art se dresse face à nous, gratuitement. Il se dresse à nous facilement. Et on peut le dire de manière autoritaire aussi, car on n'y échappe pas. Peut-être, alors on peut être transformé malgré soi. Peut-on s'imposer, et peut-être même imposer aux individus, c'est une question importante de la part de ceux qui pratiquent le street artist, peut-on imposer aux individus une transformation qu'ils n'ont pas décidée? Quelles sont alors les conséquences d'un art qui s'impose à soi dans un espace commun? Avant cela, et pour être sûr d'être compris sur cette notion-là, si nous savons que l'art a un pouvoir transformateur chez les individus, quel type de transformation peut-on en attendre? À l'évidence, la première transformation ou modification opérante est celle qui concerne notre esprit, pour ne pas dire notre âme, ce qui est important avec la notion de spiritualité. Cela touche l'esprit quand on est confronté à une œuvre, ce que l'on voit, ce que l'on va ressentir. C'est l'esprit de l'individu qui est face à une œuvre, qu'il a d'ailleurs choisi de voir ou non, qui va déclencher une transcendance de l'âme par rapport à ce que l'on voit. Autrement dit, l'objectif de l'art va être de nous élever, et elle est élevée évidemment par l'esprit. Cela, à l'évidence, est perturbant avec les arts de rue, car nous sommes face à une transcendance qui peut être subie ou qui peut être imposée. D'une certaine manière donc, ce que je voulais dire dans l'introduction, c'est une transformation malgré soi. L'omniprésence de l'art dans l'espace public ne nous oblige-t-il pas à considérer sa puissance transformatrice? Le point est le suivant. Au lieu de subir l'art sur notre esprit, faire en sorte que l'art puisse être un outil, un moyen de transformation choisi, mieux encore, essayer de faire de l'art un exercice spirituel. C'est alors, si on choisit d'être transformé par l'art auquel on est confronté, alors c'est une autre perspective qui s'ouvre. Puisqu'on va être dans une démarche volontaire, on va accepter, on va choisir le fait de pouvoir avoir un art qui est face à nous et que celui-ci va être transformable pour notre esprit. De manière à ce que l'art, dans les espaces publics, puisse être un des vecteurs de transformation de soi, choisi, voulu. S'il s'impose toujours, alors il est pris comme un matériau dont les effets sont décidés et maîtrisés. Autrement dit, l'art va toujours être présent, mais l'art, en fonction de ce que nous allons vouloir donner à l'art auquel on est confronté, on va pouvoir modifier notre esprit. Ce n'est plus l'art qui s'impose à l'esprit gratuitement, facilement, sans raisonnement, mais c'est le choix de ce type d'œuvre pour une visée de transformation de soi. Cela va demander donc travail, effort, car il ne s'agit plus de se laisser porter par ce qu'on peut voir, autrement dit, subir l'art face à nous, mais au contraire, décider que ce que l'on voit aura ou pas une transformation sur soi. On a besoin pour ça de travailler avec les premiers travaux de John Dewey. John Dewey, donc, c'est quelqu'un du 19e siècle, début du 20e siècle, pour qui l'art en général n'est pas du tout un immatériel, n'est pas simplement quelque chose qui peut avoir une fonction, je dirais, presque de service. Mais l'art, pour John Dewey, a une réelle fonctionnalité. Pour le faire comprendre, je le cite. « Une philosophie de l'art est stérile si elle ne nous rend pas sensibles à la fonction de l'art en relation avec les modes et les autres modes de l'expérience. Autrement dit, chaque objet artistique qui prétend posséder une valeur, et cette valeur-là peut être artistique ou spirituelle, doit nécessairement venir nourrir la vie et la psychologie des individus. » C'est clair, pour John Dewey, si l'art ne nous rend pas ou n'a pas de sensibilité ou ne génère pas d'émotion, si elle n'a pas, je le dis de manière directe, si elle n'a pas de fonctionnalité ou d'utilité, alors l'art est inintéressant. L'art n'a pas lieu d'être. Au pire, même, le dit John Dewey, ça n'est même pas de l'art. L'un des fondements de l'esthétique de John Dewey parle notamment de la naturalisme somatique. Je cite de nouveau. Il s'agit de retrouver une continuité entre l'expérience esthétique et les processus normaux de la vie. Ce point est important. Il explique, John Dewey, que ce qui est important, c'est dans quelle mesure l'art auquel on est confronté, et là il n'est pas évidemment sur le street artist, il est l'art en général,
quel que soit l'art auquel vous êtes confronté, doit nécessairement avoir une conséquence sur votre quotidien, sur votre vie de tous les jours. L'art joue un rôle, et tout objet d'artistique qui prétend posséder une valeur doit servir, enrichir, engager l'organisme de l'humain. Je cite à nouveau John Dewey. « L'art doit servir la vie plutôt qu'il n'en prescrit un mode déterminé et limité, car l'art revivifie notre attitude à l'égard des circonstances et des exigences de l'expérience ordinaire. » L'expérience ordinaire, c'est le quotidien. Autrement dit, de manière très directe, John Dewey dit « chaque art qui existe doit avoir une conséquence sur notre quotidien. » En d'autres termes, notre confrontation quotidienne à l'art, dans les espaces communs, est un dispositif qu'il s'agit pour magnifier nos banalités quotidiennes. Si l'art permet d'être meilleur par rapport aux sensations que l'on peut ressentir, si l'art permet un pouvoir transformateur, si l'art engage notre quotidien, il est d'autant plus important que l'art de rue le soit également. Si l'art a un tel pouvoir transformateur sur les individus, c'est-à-dire magnifier le quotidien, s'il a cette capacité de les influencer, c'est parce qu'il les rend signifiants. L'art fait être les hommes. Face à une œuvre, nous ne pouvons jamais rester sans émotion ou sans pensée. Sinon, je prends mon point de John Dewey tout à l'heure, ça n'est pas de l'art, selon lui. Quelle que soit la forme du ressenti, il se passe quelque chose. Mieux encore ou plus encore, il doit se passer quelque chose. Nous pouvons aimer, détester, ce n'est pas évidemment la question, une œuvre. Peu importe, elle ne doit pas rester sans avis. Qui plus est, c'est un avis que l'on a spontanément envie de partager, ce qu'on appelle le partage social des émotions. Le partage social des émotions est justement face à une œuvre. Que j'aime ou que j'aime pas, j'ai envie de le partager. Ce partage social des émotions est un constitutif d'un matériau de discussion par rapport à ce que l'on vit. Si l'art ouvre au dialogue, il peut être également un dialogue avec soi-même. On ne dit pas qu'il n'est pas un partage des émotions vis-à-vis simplement d'autrui. Mais l'art, est-ce que je l'ai ressenti ou comment je l'ai ressenti, est également valable avec soi-même. Si ça c'est possible, c'est parce que l'art provoque un sentiment qui nous dépasse. Et nous devons partager ce que nous sommes en train de vivre, que ce soit seul ou avec autrui. Et ça, c'est important pour interroger quelque chose que l'on ne comprend pas, quelque chose que l'on comprend ou qui nous touche. Encore une fois, avec une notion importante qui est le signifiant. Qu'est-ce qu'il va signifier ? La transformation opérative de l'art souligne avec Dewey que l'art revêt donc une forme singulière qui est celle, ce qui est un peu perturbant, celle de l'utilité. L'art doit être utile. C'est un pragmatisme qui permet d'attribuer une nouvelle valeur à l'art, mais aussi une valeur qui ne repose pas tant dans l'objet en tant que tel que dans l'individu qui est confronté à l'art. Autrement dit, l'objet ou le tableau devient finalement secondaire. Ce qui est important, c'est l'effet du tableau, peu importe le tableau. L'art devient un matériau d'un possible acte sur soi. Il permet de garder vif une autre manière d'appréhender le monde. La présence de la forme caractérise l'expérience esthétique et les objets d'art, les tableaux que l'on peut voir. La forme dans la peinture, la sculpture, est un rapport spatial, statique, autant que dynamique, mais cette dynamisme est forcément évidente et, j'allais dire, édifiante en fonction de ce que vous vivez. Cela est d'autant plus vrai dans les rues, où la forme, comme la matière, comme le lieu, comme la perspective, ne sont jamais identiques, ce qui n'est pas le cas d'un tableau dans un musée. Je cite de nouveau John Dewey. « L'expérience consiste en l'interaction du produit artistique avec un individu, et elle varie selon les personnes. Elle change pour la même personne, selon les moments, dans la mesure où elle apporte quelque chose de différent. Autrement dit, puisque l'art va avoir une conséquence sur chacun des individus, qui que vous soyez, où que vous soyez, cela sera d'autant plus important si ça se trouve dans une rue, parce qu'on n'aura jamais deux fois la même chose. C'est ainsi que John Dewey, même pour un même artiste, c'est ainsi que John Dewey insiste sur le pouvoir transformateur qu'a l'art sur les individus. L'art influence les individus sur une possible transformation d'eux-mêmes, en les rendant donc, comme je l'ai dit, signifiants. Et ce, en offrant une certaine unité,
Parce qu'il a une capacité de rassembler tout en essayant de comprendre le monde. Ensemble, nous allons aimer une œuvre, à 1, à 2, à 3, à plusieurs. Il va spontanément faire cela tout en nous offrant une autre caractéristique qui va être celle de comprendre le monde de manière différente. C'est ce que l'on peut voir ici avec certains tableaux qui vont nous permettre de voir autrement. Évidemment, mais je vais les dire un peu plus loin, ça ne peut pas être sans s'interroger, sans se poser de questions, sans évidemment faire un effort qui est important. L'art influence les individus sur une possible transformation d'eux-mêmes et toute l'existence se retrouve donc reconsidérée par l'art. Et toute notre existence d'autant plus vraie si évidemment il est au coin de chaque rue. John Dewey se rapproche ici des thèses nietzschéennes, selon lesquelles, je cite ici Nietzsche, l'existence et le monde ne sont justifiables qu'en tant que phénomène esthétique. Je répète parce que c'est important, l'existence et le monde ne sont justifiables qu'en tant que phénomène esthétique. Il n'y a pas de monde sans phénomène esthétique. Toute partie de notre existence est forcément muée par une problématique esthétique. John Dewey, il nous explique ce qu'est l'art, il nous explique finalement les orientations que peut prendre l'art comme transformation, mais il avait une difficulté sur la notion de redouter l'élitisme de l'art. Dès lors, si l'art est élitiste, alors elle ne peut pas engager la transformation ou l'amélioration de tout le monde. L'art a une nécessité qui est celle d'être abordable. Parce que vous vous rendez bien compte que si l'art peut générer, magnifier, augmenter, améliorer le quotidien, s'il est élitiste, alors qu'une seule petite partie pourrait le faire. Je le cite ici. Nos musées et nos galeries, dans lesquelles sont entreposées les œuvres d'art, illustrent quelques-unes des raisons qui ont conduit à une forme de ségrégation de l'art, au lieu de l'intégrer au temple, au forum, aux autres formes de la vie collective, qui sont évidemment celles de la philosophie, c'est l'agora, c'est la place publique évidemment. La nécessité est donc l'intégration de l'art dans la vie commune, pour que l'art, en tant que tel, s'approche de la vie des individus. Dès lors, elle s'insère en étant proche des individus dans la rue, proche également de leur vie. Et à l'évidence, l'art de rue en est un dispositif. L'art ne doit jamais être réservé, évidemment, à des dispositifs, tels que les musées. Le confinement muséal rend trop exclusif l'accès à l'art, et donc à l'amélioration de soi. Et donc, il y a un élitisme. Parfois, il est culturel, il peut être lié à l'éducation, il peut être lié à des moyens financiers. Et cela réduit, s'il y a un élitisme, la possible transformation pour le plus grand nombre. Cela est d'autant plus complexe que les arts populaires, les arts de rue, les arts de masse, street art, mais également, on pourrait dire parfois le cinéma, parfois la musique, initialement la musique de jazz ou la musique de rue que l'on peut entendre, parfois même la bande dessinée a été qualifiée d'art inférieur. Et si l'on met une sorte de couche ou de niveau à travers les arts, et si on se dit qu'une seule partie est capable de la transformation des individus, finalement, on fait une ségrégation de la société. Ceux qui ont accès dit aux beaux-arts, avec une forme d'élitisme, et les autres, les arts inférieurs, avec des transformations qui seraient, je mets des guillemets, nobles d'un côté, et des transformations qui seraient pour le peuple de l'autre. Cette dimension renforce les enjeux de classe sociale, les uns comme sur les autres. Et l'art ne serait donc pas choisi, ou plus exactement, elle pourrait être choisie en fonction des moyens que l'on a. D'autre part, à cause de l'isolement, par exemple dans les musées, ou par exemple dans une forme de dénigrement, il y a des individus, des classes sociales qui sont plus propres à être transformés. L'enjeu est donc de sortir l'art de son rôle sacré, faire une sorte de descente de l'art dans le monde de l'homme du commun. L'art serait introduit dans la vie quotidienne et dans la vie ordinaire, ce qui n'était pas étonnant quand j'ai fait l'introduction, ou plus exactement la présentation de mes travaux, où la philosophie devait être dans la rue. Socrate est le premier qui est sur l'agora et sur la place publique. Mais ça n'est pas moins vrai dans le jardin d'Épicure où tout le monde pouvait se rendre. Ça n'est pas moins vrai sous le portique stoïcien où tout le monde pouvait se rendre. Ça n'est pas vrai, évidemment, avec les cyniques où là, c'était véritablement la philosophie de la rue. L'art, s'il arrive dans la rue, s'il descend de son rôle sacré, il devient un guide stimulant et ne devient plus un ornement. Il ne devient plus non plus un fétiche. Et dès lors, cela est possible
pour tout un chacun et dans chaque coin de rue. Les conséquences sont réelles. Car, il faut le rappeler, effectivement, avec John Dewey, mais encore une fois, je le rappelle sur la question des exercices spirituels, on n'est pas dans le désintérêt. La philosophie n'est pas dans le désintérêt, elle n'est pas pour s'amuser, comme je dis, je peux citer Épicure, quand il dit « il ne faut jamais attendre de philosopher, et ce n'est certainement pas en retraite qu'on se met à philosopher », eh bien, il n'est pas dans le désintérêt, l'art n'est pas dans le désintérêt, on est dans l'utilité. L'art est utile parce qu'il procure de l'intérêt et de l'utilité. Si l'art n'a pas de fonctionnalité dans la compréhension et la transformation du monde, alors l'art est inutile. Il ne s'agit pas de dire que l'art doit avoir une fonction d'utilité, mais qu'il est porteur d'utilité. Ce point-là est important. Je le répète, l'objectif n'est pas de dire que l'art doit être utile en lui-même, mais qu'il soit porteur d'une utilité. Et porteur d'une utilité, ça veut dire dans quelle mesure il est porteur pour mon quotidien de possibles utilités. Il doit nous permettre de reconsidérer les perspectives de notre quotidien. C'est grâce à l'art que nous grandissons, que nous avons une revivification de notre existence, que l'on peut voir de nouvelles perspectives, qu'elles nous plaisent ou qu'elles ne nous plaisent pas. Pourquoi l'art et la philosophie s'articulent l'un et l'autre ? L'artiste sent, il voit et comprend le monde avant les autres, sans même d'ailleurs l'expliquer de manière très claire. Il le ressent avec une sensibilité. Et pour ça, je vais plutôt citer Bergson. La philosophie n'est pas l'art, mais elle a avec l'art de profondes affinités. Qu'est-ce que l'artiste ? Demande Bergson. C'est un homme qui voit mieux que les autres, car il regarde la réalité nue et sans voile. Voir avec les yeux de peintre, c'est voir que le commun des mortels, voir mieux que le commun des mortels. Lorsque nous regardons un objet, d'habitude nous ne le voyons pas, parce que ce que nous voyons, ce sont des conventions interposées entre l'objet et nous. D'autant plus vrai quand on est au musée, par exemple. L'ensemble de l'installation, l'ensemble du ticket que l'on achète, l'ensemble du parcours que l'on nous fait, cette dimension-là nous guide dans la façon de penser. Je reprends Bergson. Ce sont des signes conventionnels qui nous permettent de reconnaître l'objet et de le distinguer pratiquement d'un autre pour la commodité de la vie. Mais celui qui mettra le feu à ces conventions, celui qui méprisera l'usage pratique et les commodités de la vie et s'efforcera de voir directement la réalité même, sans rien s'interposer entre elle et lui, alors ce sera l'artiste. Mais ce sera aussi un philosophe, nous dit Bergson, avec cette différence que la philosophie s'adresse moins aux objets extérieurs qu'à la vie intérieure de l'âme. Autrement dit, vous comprenez l'articulation avec la notion de spiritualité dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici, on va utiliser l'art comme un dispositif de travail sur sa spiritualité. Encore une fois, non religieuse. Vous savez, je ne l'ai pas précisé, mais je le fais maintenant, la spiritualité vient de spiritualius, spiritualitas, qui signifie le souffle, le vent, qui signifie finalement la notion d'esprit. Et pendant, je dirais presque au moins 800 à 900 ans, nous avons parlé de spiritualité sans jamais parler de religion. Il y a une confiscation qui se fait à partir des pères de l'Église sur la spiritualité. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a une confiscation qui se fait de la spiritualité, mais il est très clair que la spiritualité n'est pas religieuse. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas l'être non plus. Mais il y a une transcendance de l'homme, ou il y a une transcendance, par exemple, du salut. Voilà, c'est plutôt l'Église d'en face que ici, par exemple. L'artiste sait rester confus. Et c'est présenter le confus. Cette dimension-là est importante parce que l'artiste n'est pas en train de nous expliquer le monde. Il est en train de nous le montrer avec une autre perspective. Donc il présente le confus. Il sait rendre l'expérience de la confusion, quelle qu'elle soit, et n'a pas pour mission de nous rendre l'expérience explicable, claire et distincte, puisque c'est justement le rôle du philosophe. Le rôle du philosophe, ça va tenter d'expliquer le monde. Cette dimension-là, dès Aristote dans la République, il l'explique. Qu'est-ce qui fait que l'on philosophe ? Nous dit Aristote, c'est parce qu'il y a l'étonnement. Et cet étonnement-là fait qu'on va essayer de chercher des réponses. Vous pouvez chercher des réponses, par exemple, religieuses ou mythologiques, ce qui a plutôt été le début de notre civilisation, mais également des réponses scientifiques. On a tous appris la philosophie avec Pythagore, avec Thalès, avec des scientifiques, évidemment, qui vont essayer d'expliquer le monde. Eh bien, cette dimension-là va être
d'expliquer comment fonctionne le monde, et ça va être le rôle du philosophe. Le rôle de l'artiste, lui, c'est de nous rendre l'expérience du confus. L'artiste, donc, rend cette expérience dont nous sommes d'une certaine manière victimes, des choses que nous ne comprenons pas. En tant qu'être, nous sommes nous-mêmes confus. Nos choix, nos désirs, nos ambiguïtés dans les décisions quotidiennes montrent l'état de confusion dans lequel nous sommes en permanence. Et c'est ce pourquoi, justement, l'art est fondamental pour nous expliquer, le confus auquel on est confronté, mais c'est qu'une première partie du travail, c'est la philosophie qui va nous aider ensuite. Voir le confus, ainsi que l'artiste nous présente l'état du monde, c'est s'offrir la possibilité de faire émerger, d'en prendre conscience, au moins prendre conscience que nous sommes dans une dimension confuse. Et cela nous incite à repenser notre propre vision du monde. De fait, l'art a une relation étroite avec la philosophie, car son objectif premier est d'élever les consciences, l'un comme l'autre, mais de manière différente. L'artiste et le philosophe sont ce que l'on pourrait dire des décrypteurs de la réalité. Ils essayent de la comprendre avec des modes opératoires différents. Leur but, c'est d'être des éclaireurs. C'est ainsi que le philosophe américain, et je vous ai dit que j'avais commencé à travailler plutôt à partir du 19e siècle et du 20e siècle, un philosophe américain, Henry David Thoreau, qualifiait justement les philosophes, d'éclaireurs de l'humanité. Car, en plus d'être un éclaireur, le philosophe est, pour Henry David Thoreau, un guide. C'est le visionnaire. C'est celui qui, d'une certaine manière, est en avance sur ses contemporains. C'est ce qu'écrivait Épictète à propos de l'école cynique. Les cyniques, dont j'ai parlé tout à l'heure rapidement, Épicure, évidemment connu, et Diogène, mais Antisthène l'était également. Le cynique est celui qui est devant, qui sert l'humanité, qui est l'éclaireur, dans les idées comme dans la vie quotidienne. Le philosophe, comme l'artiste d'ailleurs, est systématiquement, et ce point est important, en décalage avec ses concitoyens. L'objectif n'est pas de donner une philosophie toute prête, l'objectif n'est pas de donner de l'art tout prêt, l'objectif est de faire des propositions et ensuite quelqu'un pourra faire également l'effort de venir à ces propositions-là, sans jamais dire que c'est la vérité, bien sûr. L'un et l'autre, l'artiste comme le philosophe, sont pourvoyeurs d'appel au doute, à remettre en question et à déranger les habitudes. Ils assument pleinement un rôle d'accoucheur d'esprit, dans la douleur et non sans effort. Ils peuvent être haïs, ils peuvent être critiqués, ils peuvent être adulés, mais ne jamais laisser indifférents. Se confronter à la pensée artistique comme à la pensée philosophique permet d'envisager d'autres mondes, possibles, évidemment, mais également apprendre dans la complexité, ce qui est évidemment pas forcément une évidence. Pour la simple raison, c'est que notre objectif est toujours d'aller vers la simplicité et le confortable, ce que n'apporte ni l'art ni la philosophie. Cette dimension-là est importante et avant d'ouvrir aux discussions tous ensemble, il est important de garder en tête cette nécessité de désacraliser l'art. Désacraliser l'art en le rendant accessible, en l'introduisant dans la vie quotidienne. Celui-ci alors devient un guide. Il devient guide lorsque les artistes s'interrogent sur les questions migratoires, lorsque les artistes s'interrogent sur les questions qui peuvent être le mariage pour tous, lorsqu'ils s'interrogent sur les questions de la fin de vie, lorsque les artistes s'interrogent sur les questions d'éducation, lorsque les artistes s'interrogent sur la question du luxe, etc., etc. Ce que je viens de faire là, c'est simplement citer les artistes qui, ici, dans ces murs-là, mais comme il y en a beaucoup d'autres, s'intéressent sur les questions du quotidien. Quand Petite Poissonne s'intéresse sur les questions du rôle de la femme, quand Eric EZK s'intéresse sur la question du luxe, quand Combo s'intéresse à la question du mariage homosexuel, quand Gaspard Delanoë s'interroge sur la question du rôle de l'esthétique, etc., etc. Toutes ces questions sont des questions de la société. Toutes ces questions ne sont pas des questions artistiques. Toutes ces questions sont des questions sociétales qui nous intéressent tous dans notre banalité du quotidien. L'intérêt de ces artistes, c'est la proposition que je fais ici, c'est plutôt de se dire comment ces artistes-là peuvent offrir une expérience du confus par rapport à ces problèmes. Encore une fois, sans porter de jugement ni de vérité. Ils ne sont pas porteurs de cela. Mais comment ceux-là peuvent s'interroger sur, la question, encore une fois, de la société telle qu'elle peut nous être proposée.
ça n'est possible que si on désacralise l'art, en l'introduisant dans la vie quotidienne et effectivement nous aider comme guide, sans jamais dire que c'est toujours celui qui est à suivre de manière complète et de manière aveugle. S'il est celui que l'on va voir, le guide, l'art, si c'est celui qui nous permet d'être intéressé à lui, c'est parce que ça nous permet de reconsidérer notre monde. On a enfin quelqu'un qui nous dit autre chose comme vérité avec un autre support. Il est surtout celui qui doit faire partie de notre paysage en tant qu'outil influençant notre quotidien. Néanmoins, et cette dimension-là est importante, si tout art est pourvoyeur d'influence, d'utilité sur les individus, tous les individus ne seront pas influencés par les arts. D'ailleurs, rien ne garantit la compréhension de l'art ou l'expérience du confus auquel on est confronté. Car il ne fait aucun doute que l'art peut dérouter, que l'art peut transformer, que l'art peut modifier, dès lors qu'on se confronte à lui. Mais gardons à l'esprit que cette dimension est bilatérale. Il y avait dans l'Antiquité également cette notion importante de dire est-ce que la philosophie est élitiste ? Comme aujourd'hui on pourrait le dire, la philosophie n'a jamais été élitiste. La seule partie élitiste de la philosophie, c'est la difficulté qu'on a à y avoir accès, non pas au texte, non pas aux philosophes, mais à sa pratique. Parce que la philosophie est articulée toujours selon deux axes. Un, ce qu'on appelle la théoria, et la deuxième partie, ce qu'on appelle la praxis. Et la philosophie ne peut jamais être dissociée. Si, par exemple, il y a une critique universitaire qui est faite sur une philosophie théoria, c'est parce que la difficulté ne se passe pas dans une salle de cours. Elle se passe justement dans la vie du quotidien. C'est l'articulation théoria et praxis qui est complexe. Et c'est dans quelle mesure nous allons faire l'effort de mettre en œuvre la philosophie. La confrontation à l'art est donc bilatérale. Un, on est confronté. Deux, faisons-nous l'effort de vivre à travers le conflit qui est présenté. Parce que même porteur de messages, même porteur de sensations, même porteur d'émotions, l'art seul ne sert à rien. L'individu, tout un chacun, vous avez tous en tête cette phrase de Marcel Duchamp, c'est le regardeur qui fait le tableau, eh bien c'est la même chose pour nous, où c'est le philosophe apprenti qui fera le philosophe en tant que tel. L'individu doit toujours comprendre par lui-même sa nécessité d'être déstabilisé en faisant plus qu'un pas vers l'art, mais en se mettant dans une notion d'effort. Considérez comme John Dewey ou un autre philosophe américain qui s'intéresse à ces questions, Richard Schusterman, que la simple et seule présence de l'art dans le quotidien finira par transformer les individus est assez peu réaliste. Sans explication, sans confrontation active, l'œuvre d'art n'est pas comprise ni considérée. Il y a donc une nécessité de travailler à cela. Les expériences que nous vivons face aux œuvres d'art, face aux œuvres d'une manière générale, sont toujours dépendantes du regardeur. De fait, il n'y a aucune garantie de transformation. Quand je mets l'hypothèse auprès de vous que l'art est un transformateur, je ne peux pas non plus, d'une autre manière, dire qu'il en est une garantie. Comme la philosophie est porteur d'un mieux vivre, mais ce n'est pas une garantie. La garantie, c'est tout un chacun. Travailler sur cette notion de spiritualité. Cela milite d'autant plus pour avoir encore plus de confrontation à l'art, notamment dans notre quotidien et notamment dans la rue. Tout art, tout artiste, toute manifestation artistique doit être considérée comme potentiellement, et je dis bien potentiellement, car j'ai pris la précaution de dire que tout art n'est pas transformateur, permet de voir le monde autrement. Ça peut être une source pour ça. Ayons conscience donc qu'une autre façon de voir le monde est à notre portée quand elle est dans la rue. Qu'on puisse la détester, la haïr, la question est qu'est-ce qu'on en fait ? Il est de la responsabilité de chacun d'oser s'approcher de l'art comme quelque chose que nous ne connaissons pas, mais que nous avons besoin d'apprivoiser. Ça ne veut pas dire adopter. Nous avons la chance, l'opportunité, le luxe d'avoir les arts au coin de rue. Charge à nous donc de les utiliser et de les constituer comme des dispositifs, des outils pour la transformation de nous-mêmes. Faisons en sorte que les arts soient des soubassements de nos existences. Dans quelle mesure cet art-là peut me permettre de voir le monde de manière différente sur les sujets de société, sur les sujets qui nous animent, sur les sujets de notre banalité du quotidien. Pas l'art pour l'art, sinon c'en est pas. Provoquons donc les, changeons-les, méprisons-les, peu importe. La question ne se pose pas là. L'important, c'est d'en faire quelque chose, car cela est constitutif de faire de notre vie une œuvre d'art.
Cette notion de faire de notre vie une œuvre d'art, elle a été popularisée évidemment par Michel Foucault, mais elle date bien avant. Emerson, par exemple, parlait de faire de sa vie une œuvre d'art, et même encore, puisque dans l'Antiquité, on s'aperçoit que c'est chez Pindare, où il va parler, avec Épicrate, de la notion de faire de sa vie une œuvre d'art. Autrement dit, et je vais m'arrêter ici, ce qui est important, c'est de voir que l'art peut être un dispositif. Tout art n'est pas un dispositif, mais il peut l'être, et pourra l'être d'autant plus si nous-mêmes nous nous confrontons à ça, et nous faisons l'effort de comprendre, de rendre la confusion présente pour notre esprit. C'est là qu'on va travailler, et c'est probablement la philosophie qui va nous aider à cela. Dès lors que ça est compris, dès lors que ça est tentativement mis en œuvre, alors notre vie elle-même peut être une œuvre d'art. Je vous remercie.